on est nus maintenant, on a été enregistrés, on a été tatoués, et maintenant, ils vont nous emmener dans une autre, le petit groupe dont je fais partie, on va être dans une autre salle, il y a des femmes derrière un tabouret, et à tour de rôle, on va nous enlever les poils du sexe et les cheveux. Et là, c'est pareil, les femmes qui font ça, ce sont des déportées, et les déportées deviennent très très vite inhumaines. Si elles avaient été humaines, elles se seraient rappelées comment elles étaient quand elles sont arrivées. Elles ont fait comme nous, elles ont été malades de honte aussi, et elles étaient gênées d'être nues devant les copines. Alors, elles auraient pu, celles qui nous rasaient, se mettre un petit peu en biais, de façon à nous cacher de celles qui sont derrière. Eh bien non, pas du tout. Elles s'en foutent aussi, elles. C'est plus des êtres humains. Alors, elles vont vous raser le sexe, elles vont vous raser les cheveux, elles vous rasent. Alors, la lame, elle est neuve, comme il faut qu'elle fasse vite, elle vous blesse. Après, quand elle est vieille, elle coupe moins, et comme il faut qu'elle fasse vite, elle frotte, et ça vous blesse aussi. Ça fait qu'on a le sexe sanguinolent, on a le crâne sanguinolent. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, quand on est jeune, on a ri. On ne se reconnaissait pas. On n'avait plus de cheveux, il y en a qui avaient des beaux crânes, d'autres qui avaient des cheveux, on a ri. Et maintenant, on va nous emmener alors pour nous habiller. D'abord, primo, c'est vrai qu'avant de nous habiller, on va nous emmener à la douche. Et quand ils nous ont parlé de douche, quel plaisir! Alors là, on est contente, vous vous rendez compte, on ne s'est pas lavé pendant 3 jours et 3 nuits, on nous a rasé, il y a le poil, il y a les poils qui sont sur la peau, alors la douche, on est contente. On va nous emmener dans la salle de douche, les douches sont au plafond, et puis on va nous partager, alors on est 4-5, sous une pomme de douche. Quand je vous dis partager, ça veut dire qu'on reçoit déjà des coups, des grandes bousculades pour que l'on fasse ce qu'ils veulent, et on va se retrouver 4-5 sous une pomme de douche. Alors, à partir de ce moment-là, Ginette, c'est plus Ginette. C'est fini. Elle accepte la nudité. En l'espace de peut-être, je sais pas moi, 2 heures, 3 heures, c'est fini, je suis plus moi, j'ai plus honte, je suis nue, mais ça m'est égal. Et maintenant, on est là à attendre que l'eau coule, toujours rien, on nous a pas donné de savon, on n'a pas de gants de toilette, alors on attend, puis d'un seul coup, l'eau commence à couler, elle est brûlante, tout le monde hurle, aussitôt, elle est glacée, tout le monde hurle, et on est à peine mouillé, qu'on nous chasse, foutez le camp, raus, et on se retrouve dans une salle. Toutes les vitres sont cassées. Mais on ne regarde même pas ça. Où sont les serviettes? On n'avait pas de savon, mais on est un petit peu mouillé. Où sont les serviettes? Il n'y en a pas. On n'a pas de serviettes. Les fenêtres cassées, c'est ça. C'est ça qui va nous essuyer. Pendant les 15 mois que je suis restée, jamais je ne me suis essuyée. D'abord, je ne me suis pas lavée non plus. Et puis maintenant, tout le monde est là à attendre qu'on va nous habiller. Alors, il y en a des femmes qui commencent à parler. Elles ont interrogé les personnes qui les rasaient, les personnes qui les tatouaient, les personnes qui enregistraient. Alors, moi, j'ai donné mon petit garçon pour monter sur le camion avec ma mère, puisque les officiers nous disaient que ça serait moins fatigant pour eux. Un autre, moi c'est mon père, c'est mon petit frère, un autre c'est sa grand-mère, c'est sa sœur, c'est sa tante. Alors, quand est-ce qu'on va les voir? Les officiers nous ont dit qu'on se retrouverait tous dans le camp. Alors, on est dans le camp, quand est-ce qu'on va les voir? Et ces femmes-là, justement, qui ne sont plus des êtres humains, qui ne se rappellent pas, elles, comment qu'elles ont été quand on leur a appris ça. Elles s'en rappellent plus du tout. Et elles sont presque contentes de nous annoncer. Mais vous ne les reverrez pas. Comment qu'on ne les reverra pas? Non. La fumée, la cheminée, l'odeur, c'est eux. On les a assassinés. C'est leur corps qui brûle. Oh, qu'est-ce
qu'elles viennent nous dire là? Mais c'est pas vrai, je comprends, elles sont jalouses, mais c'est pas une raison de dire ça, c'est quand même, comment, qu'est-ce qu'elles nous croient? On n'est quand même pas folle, hein, on n'est quand même pas bête. D'accord, on a été arrêtés, on a fait de la prison, mais il ne faut pas exagérer. Elles nous prennent pour des imbéciles. Quoi, on aurait assassiné des gens qui ne sont pas malades. Non, mais qu'est-ce qu'elles veulent nous faire croire? Et puis, on a attendu. Nous, on est arrivés le matin, l'après-midi, personne, le soir, personne, et tout le monde nous disait la même chose. Ça fait que ce qu'on n'a pas cru le matin, eh bien, le soir, on le sait, c'est vrai. Des hommes des êtres humains ont assassiné d'autres êtres humains simplement parce qu'ils étaient juifs. Et voilà où mène la haine à des Birkenau. Alors là maintenant, on est obligé de les croire. Pour moi, ça a été très 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 dur parce que c'est mon père et mon petit frère sont montés par ma faute et je me suis toujours sentie responsable de leur mort. En réalité, j'avais tort aussi parce que un était trop jeune et l'autre trop vieux et ils ne seraient pas rentrés. Mais j'ai quand même toujours le remords. Ils m'ont obéi, c'était moi qui s'en parlais. Et puis maintenant, on sait. Alors, au début, quand on va nous habiller, la plupart des jeunes, quand je leur pose la question, comment étaient habillés les déportés? Alors, quelquefois, il y en a qui cherchent, mais la plupart, c'est les vêtements rayés. Eh bien non, les Juifs n'y ont pas droit. C'est trop beau. On va nous faire des uniformes pour les Juifs. Ah mais non. Les Juifs vont être habillés avec les affaires que l'on a amenées avec nous quand on s'est fait arrêter. Nous, personnellement, on n'a jamais pris rien du tout, parce que je vous ai dit, ils nous ont emmenés, ils nous ont pas dit prenez quelques vêtements, mais la plupart des Juifs, quand ils étaient arrêtés, prenaient quelques vêtements, prenaient des affaires de toilette. Eh bien, tous ces bagages-là arrivaient dans une partie du camp qu'on appelait Canada. Canada, ça donne une sensation de richesse. Et les gens qui avaient la chance de travailler dans ce commando étaient chargés d'ouvrir les bagages et de trier ce qui était dedans. Alors, toutes les robes allaient avec les robes, toutes les combinaisons avec les combinaisons, les culottes, les soutiens-gorge, et chaque chose était triée de nouveau, et tout ce qui était bien partait pour l'Allemagne, et ce qui n'était pas bien, pour les Juifs, c'était largement suffisant. Ça fait qu'on s'est retrouvés avec des affaires tachées, avec des affaires, pas déchirées, mais des ourlets défaits, pas d'affaires en très bon état. Et on est habillés avec ça. Alors, il y avait une fois qu'on était habillés, on nous mettait une grande croix rouge dans le dos. Je suppose que c'était, là encore, pour... ou peut-être si on se sauvait, enfin j'en sais rien, ou plutôt peut-être pour nous marquer la croix du Christ, comme ça on l'a sur le dos nous aussi, enfin, j'en sais rien. En tout cas, on avait une croix sur nos vêtements, et puis maintenant, les gens vont nous prendre en charge pour nous emmener. Alors, on n'a jamais été aux toilettes jusque-là, et on a besoin, et alors on va nous emmener aux toilettes. Ah, quel plaisir! Jusque-là, on s'est toujours retenu, mais maintenant, ça commence à être vraiment très difficile. Dans le wagon, on n'a pas pu faire à l'aise, on nous entendait, on ne nous voyait pas parce que c'était isolé avec les couvertures, mais quand même, on entendait, il y avait l'odeur, alors on ne pouvait pas faire autrement, mais... on ne s'est pas soulagé complètement. Donc là, on va nous emmener aux toilettes. Ah, enfin, on va pouvoir se soulager. Moi, les toilettes, je voyais un petit coin isolé, partagé, un petit lieu isolé, et puis on fait ses besoins, comme quand on était à l'école, hein, avec une porte. Pas du tout. On arrive dans une salle
un bloc qui traverse la salle, et ce bloc est percé de trous. Je ne veux pas passer dans Birkenau sans montrer cet endroit. Pour moi, c'est le comble de la haine. Mais comment des hommes ont-ils pu avoir une idée comme ça? Je ne sais pas, moi, la guerre, on s'entretue, mais si c'est pas toi, c'est moi, donc le premier, il faut tirer dessus pour se défendre. Mais là, on ne se défend pas. Des gens vont nous arrêter et vont essayer de trouver, pour nous humilier, tellement de choses que je me demande, mais comment ont-ils pu avoir l'idée de faire ça? Vous avez on rentre, il y a une baraque traversée par un bloc, et ce bloc est percé de trous. Et vous avez des femmes qui sont là, assises, côte à côte et dos à dos. C'est que pour moi, ça c'est le comble de la haine. Je ne peux pas aller dans le camp sans montrer cette salle-là. Et je suis révoltée chaque fois que je le vois. Jusqu'où mène la haine? Comment ont-ils eu l'idée de faire ça? Comment? Il aurait fallu voir que ça quelque part, mais ça n'a jamais existé, des choses comme ça. Et moi, je suis là maintenant, à la porte de cette baraque, et j'ai vu quelque chose, alors, vraiment, qui m'a... mais après, j'en ai fait autant, moi aussi. J'ai vu une femme, elle était dans mon point de mire, et qu'est-ce que j'ai vu? Elle se nettoyait les fesses avec ses urines. Quelle horreur! Ben oui, vous aussi vous êtes outrés, mais moi aussi je l'étais. Et cette pauvre femme, je suis pas grossière, mais je connais les mots. Tous les mots d'oiseaux, elle y a eu droit et tout. Et à côté d'elle, il y avait, j'ai cru que c'était une statue. Mais non, elle bouge, mais elle est tellement maigre. Je vois ses vertèbres qui perce presque sa peau et son bassin. Et ces deux femmes-là, moi j'ai appris après ce qu'elles faisaient. On me l'a dit et du coup j'ai eu honte l'avoir maltraitée. Celle qui se lavait avec ses urines. Comme on était dans un camp d'extermination, des sélections. Nous, quand on est arrivé, on est passé au travers de la sélection. On croyait être sauvés, mais non, on n'était pas sauvés. Dans le camp, il y avait encore des sélections. Et là, c'était pire, parce que si on était sélectionné, on savait ce qui nous attendait. Alors que la première fois, non, on ne sait pas. La première fois, on vous raconte des blagues. La première fois, on vous dit, vous allez monter sur un camion. Et puis l'autre, parce que le chemin est grand. Et puis après, à partir du mois de mai 1944, eh bien, les trains arrivaient directement dans le camp. Et là, on racontait, non pas tu vas prendre un camion, là, tu vas prendre une douche. Et en fin de compte, on t'assassinait. Hein? Et là, je vois ces femmes qui sont là. Alors, celle qui se lavait les fesses avec ses urines, c'est parce que quand il y avait une sélection, si vous étiez comme la personne qui était à côté, vous vous rappelez, qui était très maigre, eh bien, ces personnes très maigres, on les appelait, pourquoi je n'en sais rien, des musulmanes. Alors, je ne sais rien. Il y en a qui s'achoquent parce qu'ils sont de cette religion et ils pensent que c'est parce que je suis juive, alors je dis exprès que musulmane. Non, musulmane, c'est un nom qui a couru dans le camp. Je ne sais pas qui est-ce qui a eu l'idée de dire ça, mais ça désignait les personnes qui étaient squelettiques. Et quand elles étaient squelettiques, ça veut dire que quand il y avait une sélection, c'était les premières que l'on prenait leur numéro pour les assassiner. Et après, il y en avait d'autres, parce que quand il y avait une sélection, c'est parce qu'il y avait un arrivage. Et un arrivage, vous comprenez bien que ce sont des femmes ou des hommes qui sont en bon état, en principe. Hein. Donc, elles ne sont pas fatiguées par le travail comme dans le camp.
Donc, il va y avoir un arrivage de gens en forme, alors on va éliminer les personnes qui sont déjà dans le camp. Et voilà, alors, si vous êtes musulmane, ça veut dire très, 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 très maigre, aussitôt, on prend votre numéro, pas de problème, t'es trop maigre, tu ne peux pas travailler. Et puis, il y a celles qui ont des plaies. Celles qui ont des plaies, pour ces messieurs, c'est la même chose. Tu as une plaie, mais tu dois souffrir. Si tu souffres, tu ne travailles pas bien. Allez, sélection. C'est pour ça que cette femme se lavait les fesses avec ses urines, parce qu'il paraîtrait que dans les urines, il y a de l'ammoniac, et que l'ammoniac permettait aux plaies superficielles de les désinfecter et de les sécher. Est-ce vrai, est-ce pas vrai? Mais du coup, les déportés, on faisait ça. Et puis, maintenant, voilà comment... Alors, c'est pour ça qu'on avait peur, quand il y avait une sélection, d'avoir des plaies ou d'être très, très maigre. Mais quand vous n'avez pas de plaies, quand vous n'êtes pas très, très maigre, si vous avez des boutons, eh bien, c'est pareil. Pour eux, des boutons, tu te grattes. Si tu te grattes, tu ne travailles pas. Et si tu te grattes la nuit, ben, tu ne dors pas. Donc, si tu ne dors pas, tu es fatigué. Donc, fatigué, tu ne travailles pas. Allez, sélection. C'est pour ça qu'on avait toujours peur, quand il y avait sélection, est-ce que je vais vivre ou est-ce que je vais mourir? Et je ne suis pas morte dans les sélections. J'ai eu la chance de quitter en novembre 1944 le camp de Birkenau. Ce jour-là, un grand rassemblement, on a peur, ça n'est encore jamais arrivé comme ça, en plein jour. Habituellement, c'était la nuit qu'ils faisaient ça. Alors là, en plein jour, et par haut-parleur, toutes les personnes qui ne sont pas au travail doivent être à l'endroit où les trains maintenant arrivaient. Et vous vous rappelez, je vous en ai parlé, hein, à partir du mois de mai 1944, les trains arrivaient directement au pied des chambres à gaz. C'est mon commando, mes camarades et moi qui avons installé les rails qui amenaient le train jusqu'aux portes des chambres à gaz. Donc maintenant, on est rassemblés là, tout le monde a peur, ça c'est une sélection. Eh bien non, c'était pas une sélection. Les personnes qui n'étaient pas au travail partaient en train, toujours le même genre, des trains de marchandises, pour un autre camp qui s'est trouvé être Bergen-Belsen. Ça a été une très très grande chance pour moi. Si j'avais été au travail ce jour-là, en novembre 1944, eh bien, je n'aurais pas été là pour partir en train. Et je serais restée jusqu'en janvier 1945 dans le camp de Birkenau, et là, j'aurais fait la marche de la mort. La marche de la mort, c'est le 27 janvier ou le 25 janvier, je ne sais plus, ou le 24 janvier, les nazis emmènent avec eux, à travers champs, tous les déportés qui sont capables de marcher. Elles ont juste le droit d'emmener une couverture, elles sont mal chaussées, et j'ai des camarades qui ont supporté cette marche de la mort. Elles me racontent que la nuit, il faisait des moins 25, moins 30. Les chaussures qu'elles avaient, c'était des espèces de tiges en toile clouées sur des planches de bois. C'était pas fait pour marcher, ça les blessait. Elles laissaient tomber leurs chaussures et elles marchaient nu-pieds dans la neige. Elles ont eu les pieds gelés, elles étaient gelées. Ça a été vraiment celles qui sont survivantes de cette marche de la mort. Bravo, bravo, bravo. Elles ont enduré beaucoup de choses. Moi, j'ai eu cette chance, en novembre 1944, de passer au travers de ça. Et je suis à Bergen-Belsen. Alors, on y arrive en novembre 1944. On reste jusqu'en avril 1945, jusqu'en février 1945 à Bergen-Belsen. Février 1945, on apprend que des dirigeants d'usines ayant besoin de personnel vont venir chercher dans le camp des ouvrières pour remplacer tous les Allemands qui partaient sur le front.
qu'est-ce qu'ils exigeaient de nous, je ne m'en rappelle pas, mais les questions qu'ils nous posaient, on savait tout faire. Et on est parti dans cette usine à côté de Leipzig, à Ragun. On y arrive en février 1945, on arrive à Ragun. Alors là, ça a été vraiment la période, je crois que si je suis là, c'est à cause de ça. C'est des baraques, toujours pareil, le même genre de baraques en bois, mais par contre ces baraques-là, cette fois-ci, elles sont humaines. Les baraques sont partagées en chambres, en petites chambrées, et les chambrées sont meublées. Il y a des lits, vous vous rendez compte, on va trouver des lits, alors que dans le camp de Birkenau, on dormait dans des niches, et dans les niches, on était minimum 6. Et on était collés les unes aux autres. Il y en avait 3 dans le fond et 3 au bord. Et quand on était collés les unes aux autres. Et justement, le premier jour où on est arrivé dans cette baraque et qu'on a vu que c'était pas des lits superposés qu'on a vu l'état de la couverture qui était grise, quand on a touché, quelle horreur, c'était du bois. Quand on a vu la paillasse, dans quel état elle était, quand elle était neuve, elle devait avoir une belle couleur orangée, elle devait être épaisse. Là, il n'y avait plus que la couverture, l'intérieur avait disparu, et quelle couleur, vert cacadois. Vraiment, on s'est couché là-dessus, mais vraiment écœuré parce que j'avais les pieds sous mon nez de celle qui était devant moi, dans le fond, mais elles aussi, elles avaient mes pieds devant leur bouche, hein, mais je me suis quand même endormie tout de suite. Et puis à Bergen-Belsen, alors là c'est plus pareil, c'est vraiment des baraques plus humaines, ce sont des lits, il y a une dizaine de lits par chambrée, il y a même une table, une chaise, et il y a même un poêle dans le couloir qui chauffe, la chaleur pénètre dans la pièce. Et dans cette baraque, dans le fond, il y a même une salle d'eau, si vous voulez. Il y avait un bassin rond avec des robinets d'eau, des petites tiges qui partaient de ce bassin. Et alors que à Birkenau, je me suis jamais lavé, mais à Bergen-Belsen, je me lavais devant des milliers de personnes. Dans la cour, toute nue, il n'y avait même pas de savon, mais c'était une espèce de chlore. Et ben alors, on s'essuyait pas naturellement. Et là, on n'a pas de serviette non plus, on n'a pas de gants, on n'a pas de savon, mais au moins, on est un petit peu à l'abri de tous les regards. Et puis, on va rester dans cette usine. Alors, le travail n'est pas difficile. Je me rappelle la première fois qu'on arrive, le contremaître nous prévient, vous les Juifs, vous n'avez pas le droit de mettre le pied dans la cafétéria. Vous n'avez pas le droit. Les ouvriers, oui, mais pas vous. Et on est habitué un petit peu à ça, hein. Donc, on est obligé d'accepter. Et puis, l'heure du repas arrive, les ouvriers des jeunes, ils ont amené leur gamelle, et puis, une fois que l'heure du repas est passée, ben, ils vont reprendre leur travail. Et du coup, là, le contremaître a pitié de nous, il est brave homme quand même, et il permet que l'on puisse s'asseoir un tout petit peu pour se reposer dans cette cafétéria. Et on est assis, on est une dizaine de femmes, quinzaine de femmes, et puis il y en a une qui est plus curieuse, elle commence à regarder et elle aperçoit la poubelle. Et qu'est-ce qu'elle voit dans la poubelle? Des épluchures. La voilà qui fouille. Mais tu vas pas fouiller toute seule, hein. Nous aussi on en veut. Et on s'est battu autour de cette poubelle pour récupérer une petite épluchure, ou bien quelquefois, si par hasard, un petit os de volaille et puis qu'il reste quelque chose, un petit filet de vin. Et du coup, quand les ouvriers ont vu qu'on se battait pour leur poubelle, eh bien, le lendemain, ils nous déposaient, cachés naturellement, parce qu'ils n'avaient pas le droit de le faire, petits morceaux de pain avec quelque chose dessus. Et peut-être que si je suis là, c'est grâce à ça. On est resté jusqu'en avril 1945 dans cette usine, et en avril 1945, l'équipe de jour
allait partir au travail, l'équipe de nuit en revenait, les deux équipes sont bloquées, c'est fini, plus d'usine pour nous, les Alliés approchant, les nazis nous emmènent avec eux, en train. En train, toujours le même genre de train, le même genre de confort, c'est-à-dire rien. Et même pas de seau pour faire ses besoins, même pas de rien. Et on voyage comme ça très longtemps. J'avoue franchement que je ne me rappelle pas. Mais le train s'arrêtait très très souvent. Il y avait alerte. Alors les soldats qui nous accompagnaient allaient se mettre à l'abri et nous, on nous abandonnait sur les voies de garage. Il y avait des trains prioritaires. Les soldats qui passent, les armements pour donner aux soldats. Donc le train s'arrêtait et nous, on restait sur les voies de garage. On est resté comme ça, je crois, une petite semaine sans avoir de nourriture. On était habillés là avec les robes rayées parce que les nazis ne voulaient pas montrer comment ils nous traitaient. Donc pour travailler en usine, nous avaient donné ces fameuses robes rayées. Comme elles nous grattaient, on les a retirées, c'était le tissu. Eh bien non, c'était pas le tissu. Dans les coutures, ça grouillait de poux. Les cheveux avaient repoussé, les poils avaient repoussé, on voyait les poux sauter d'une tête à l'autre. Et tous les jours, il y avait une morte dans le wagon. Il y avait des personnes qui étaient quand même plus humaines les unes que les autres. Les mortes, elles les traînaient jusqu'à un coin du wagon. Moi, j'en avais une, je la gardais, ma morte. Non, elle n'est pas morte, elle dort, ma copine. Et pourquoi ? Parce que je me disais, ils vont nous donner quand même une distribution de nourriture, ils ne vont pas nous laisser mourir. Et moi, ma copine, elle dort. Non, mais naturellement qu'elle n'est pas morte. Elle dort, vous avez qu'à vérifier. Et puis, comme ça, moi, je dirais, je prends sa ration, et puis je lui donnerai quand elle se réveillera. Voilà comment j'étais. Et puis, on est arrivé à un endroit, on était à Theresienstadt. Comment qu'on l'a rejoint, je ne m'en souviens pas. À pied, en train, en car, on est à Theresienstadt. Et là, l'accueil est tout à fait bizarre. Comment se fait-il ? Personne ne nous injurie, personne ne nous frappe. Et même, on nous regarde. Et les gens qui nous regardent, ils ont les yeux larmoyants. Il y a quelque chose, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je me pince. Non, je suis en vie, je le sens, la pince. Et on apprend qu'on est dans un camp, Theresienstadt, en Tchécoslovaquie, que ce camp venait d'être libéré par les Russes. C'est pas les Russes qui nous ont libérés. Les Russes ont libéré le camp avant nous, et nous, on arrive dans un camp qui est libéré. Si ça n'avait pas été le cas, qu'est-ce que les nazis voulaient faire avec nous en nous emmenant comme ça à travers la Pologne, à travers l'Allemagne ? Eh bien, on ne le saura jamais. Deux femmes m'aident à monter les marches. Alors, Theresienstadt, c'est comme Auschwitz, des anciennes casernes. Donc, c'est des bâtiments à étages, des bâtiments en dur. Alors, on m'aide à monter un étage, 2 étages, je ne sais pas, et on ouvre une porte, une salle avec des lits, mais des draps. Moi, des lits, il y en a eu en usine, mais des draps, il n'y en avait pas. Et là, il y a des draps. Alors, j'ai toujours cru que Theresienstadt, j'ai su que c'était un camp modèle. Quand les nazis voulaient... la Croix-Rouge voulait visiter un camp nazi pour voir comment ils traitaient leurs prisonnières. On les emmenait à Theresienstadt. Et là, il y avait un tas de choses qui étaient préparées pour les éblouir. Et la Croix-Rouge ne cherchait pas à savoir si c'était faux ou vrai. Elle prenait ça pour de l'argent comptant. Et elle disait, d'accord, c'est très bien, ils les nourrissent bien, ils les traitent bien. Tu parles comment qu'on était bien traités. Et en fin de compte, ils se sont aperçus que j'étais malade quand je suis arrivée.
et j'ai appris que j'avais le typhus. Donc moi, je n'ai pas été libérée au mois de mai, j'ai été libérée au mois de juin. Au mois de juin, ça y est, je suis à peu près guérie, mais je suis encore très 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 fatiguée. Un camion nous rapatrie jusqu'à l'aéroport de Tilsen, à côté de Prague. Là, c'est un avion sanitaire. Je fais le baptême de l'air en avion, couché sur une civière, et je vais atterrir à Lyon.